Direct Gestion, le débat comme tous les matins, 9h30 à 10h, deux experts des marchés confrontent leur point de vue, peuvent être également d'accord, ça arrive. Deux directeurs généraux ce matin, directeur général adjoint de la financière d'Arborel, c'est Thibaut Prévet. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et Tristan Delaunay d'Atimis Gestion. Bonjour Tristan. Bonjour. On va, messieurs, démarrer tout de suite en commentant l'édito. Bon, sans surprise, NFP, chiffre très important, attendu premier vendredi du mois, et une nouvelle déception avec une réaction des marchés un petit peu curieuse. On déconfiture un petit peu à l'annonce du chiffre, et puis finalement, on finit la séance dans le vert. Est-ce que Janet Yellen a finalement eu raison de ne pas monter les taux trop vite ? Alors, je ne vais pas refaire l'édito, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut faire attention. Un marché de l'emploi qui se dégrade, ce n'est pas la même chose qu'un marché de l'emploi qui n'accélère plus. Créer 150 000 emplois par mois, c'est très bien, c'est très élevé et c'est de nature à pousser un pays vers le plein emploi. Alors évidemment, c'est vrai que les taux de participation qui tiennent aussi compte du vieillissement de la population et de l'augmentation de la part de retraités ne sont pas reluisants, mais ce n'est pas forcément la statistique la plus importante. Pour nous, on est sur un marché qui crée énormément d'emplois. Que ça soit un petit peu moins rapide ou un petit peu plus rapide, c'est plus vraiment quelque chose qui change la donne. En revanche, qu'a fait Janet Yellen, pour nous, elle n'a pas reculé de manière idiote. Moi, ça me paraissait pas malin de monter les taux en septembre, mais force est de constater qu'elle a réussi à donner envie au marché qu'il y ait de hausse de taux. Avant, quand on parlait hausse de taux, tout le monde partait en courant. C'était l'horreur. Dès qu'on parlait d'accalmie sur le front des banques centrales, tout le monde disait mais vous êtes malade, le marché va cracher. Aujourd'hui, c'est différent, le marché a envie que les taux montent. Et ça, c'est quand même quelque part une réussite, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir enclencher une hausse de taux sans que les marchés s'effondrent. Par contre, pour nous, et d'après toutes les communications des membres de la Fed, y compris ceux d'habitude qui sont les plus réfractaires aux hausses de taux, la hausse de taux d'ici la fin d'année ne nous semble pas remise en question. Tristan Delaunay, on s'est rencontrés au salon patrimonial. Là, on était en pleine justement dans cette période où on était dans le nini au niveau de la Fed, pas de hausse des taux ni de promesses que ça allait monter, et du coup le marché avait été déçu un petit peu par cette ambiance. En fait, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'était la question qu'on se posait. Que pensez-vous justement de l'action de Janet Yellen? Est-ce que les nouveaux chiffres compliquent la donne? Oui, alors moi je suis un peu plus mitigé, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait une attente du marché qui n'était pas exprimée de manière claire parce qu'il y avait beaucoup de docteurs Doom qui étaient persuadés qu'il fallait surtout pas y toucher. Et donc l'intervention assez fade du jeudi en question a été immédiatement mal prise par les marchés qui ont vraiment décalé à la baisse. Surtout la justification de Janet Yellen qui consistait à dire qu'il y avait un problème sur la Chine et un ralentissement asiatique. Les investisseurs américains n'ont pas compris ce message. Pour eux, l'économie américaine, c'est le centre du monde. Et à partir du moment où l'économie américaine va bien, les taux américains doivent s'adapter. Donc il y a eu une dépendance à l'étranger et au marché financier qui a été assez mal prise par les investisseurs. Et la semaine d'après, Janet Yellen est revenue sur les plateaux pour communiquer sur le fait que ce qui s'était passé la semaine d'avant n'avait pas d'importance et que la hausse des taux était très proche. Voilà, les conditions économiques vont probablement permettre une première hausse des taux fédéraux avant la fin de l'année, sauf que l'équation se complique. Je reviens sur ces chiffres, parce qu'on a eu effectivement ce chiffre en septembre, 142 000, et puis on était sur 173 000. Près des 200 000, on dit que les États-Unis ont besoin de 200 000 créations d'emplois chaque mois pour aller bien, pour que vraiment la croissance soit là. Et ça a été révisé à 136 000. Donc 136 000, 142 000, on est quand même. C'est vrai que les chiffres sont moins bons qu'attendus. Il y a une différence, c'est moins bon qu'attendu, mais pour moi, c'était à une époque où on détruisait des emplois. La statistique clé, c'est quand même en train de le devenir de moins en moins. Par exemple, la reprise du secteur de la construction, qui est quand même l'élément qui manquant par rapport à la situation pré-crise des États-Unis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus central. Les ventes de logements neufs, par exemple, sont quelque chose qui pour moi est beaucoup plus crucial aujourd'hui pour la reprise américaine que ces mouvements. En revanche, il est vrai que quand on regarde la Chine, on n'a pas beaucoup d'informations, que les statistiques sont un peu pipeaux. Je rappelle quand même aux auditeurs qu'on est sur des statistiques de PIB en Chine qui sont publiées 3 jours après la fin du trimestre, alors qu'aux États-Unis, il faut 3 ans pour avoir un chiffre à peu près correct. On voit bien ce que ça veut dire. Et donc, à chaque fois qu'on a une surprise, on se dit, ils ont plus de chiffres que nous, ils ont plus d'infos et ça va mal. Donc, je pense que ce qui inquiète un peu les marchés, c'est pas tant le futur ou la situation de l'économie américaine, c'est ce que les banquiers centraux peuvent savoir sur la situation en Chine et que nous, on ne sait pas. Et, voilà. Le fait aussi, comme je le soulignais Tristan Delaunay, qu'effectivement, tout à coup, on était sur America's First. Effectivement, on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Là, on dit, bah voilà, la Chine, ça nous inquiète, le ralentissement mondial, la conjoncture. Donc voilà, c'était une fausse justification, c'était pas très habile quand même. C'est tout à fait un vrai sujet. C'est-à-dire que historiquement, on fait toujours l'opposition entre ce qu'on appelle Main Street, c'est-à-dire les vrais gens qui ont un vrai emploi et qui ont besoin d'éviter les crashs et se faire virer, et Wall Street, c'est-à-dire les valorisations boursières. Et là, on a un peu l'impression qu'avec ce quantitative easing, c'est un piège où on sait que si on sort, les valorisations boursières vont payer.
Et on a besoin que les gens comprennent qu'une réserve fédérale, son objectif, c'est pas les marchés, et que s'il faut remettre l'économie en ordre de marche et que ça fait mal au marché, c'est pas grave. Et là, on s'en est peut-être un petit peu éloigné, comme le disait Tristan, et on a peut-être envie de revenir sur des valeurs un peu plus traditionnelles économiques que sur des problèmes de marché qui, à long terme, sont pas les bons indicateurs à regarder. C'est pas ça qu'on pilote. On pilote une économie, on pilote pas des marchés financiers. Les marchés s'adaptent. C'est ça les vraies théories économiques. Tristan Delaunay. Ouais, je partage complètement ça. Aujourd'hui, Jeannette Yellen attend de savoir ce que les marchés pensent pour agir. C'est comme ça que ça a été perçu là, depuis 15 jours. Alors que c'est le contraire. C'est à elle de donner la dynamique et la tendance. C'est à elle de dire si l'économie américaine va bien. Et dans ce cas-là, si on doit remonter les taux d'intérêt pour éviter une éventuelle bulle, une hausse trop forte de l'inflation par exemple. Et de rassurer les marchés. Ça ne doit pas être dans l'autre sens. C'est pas la queue qui bouge le chien. C'est un peu l'expression qui est très utilisée justement à Wall Street. Et je pense qu'on doit revenir dans ce sens-là. Et elle a compris assez rapidement. En 8 jours, elle a changé son positionnement. C'est vrai qu'on risque pas d'avoir de hausse en octobre, a priori, avec ces chiffres-là. Ça, là-dessus, je crois que le consensus est un peu posé. Donc ce sera plutôt décembre. En attendant, le marché, effectivement, est reparti dans une autre logique, en achetant des valeurs technologiques, des valeurs de croissance assez chères, mais en considérant qu'il y avait encore au moins 3 mois de taux quasiment nuls. Ouais, alors ce marché justement, c'est vrai qu'il est plein de soubresauts, grosse volatilité quand même, hein, depuis le fameux 24 août, le lundi noir. Et depuis, c'est vrai que c'est pas évident à suivre, hein. On a des gérants sur ce plateau qui nous disent on est obligé de suivre la tendance, on se transforme un petit peu en trader au jour le jour, quand on a -3, +3. C'est vrai que c'était des volatilités auxquelles on était plus habitués, on les a connues par le passé, mais dans des mouvements de crise, alors que là, il n'y a pas franchement une grosse crise. En Europe, ça va plutôt bien, et pourtant, on a des mouvements très très forts. Ouais, mais c'est plus simple. C'est-à-dire que rappelons-nous le début d'année, il y a quand même un moment où le marché prenait 0,50 tous les jours, chaque jour, 20 fois d'affilée. C'est pas ça non plus. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Un marché, c'est pas censé bouger comme ça. Il y a des nouvelles sur les boîtes, il se passe des choses. Alors là, on est un peu dans l'opposition. C'est-à-dire voir Glencore qui perd 40%, qui en repère 20 le lendemain parce que le PDG a dit qu'il n'était pas en faillite, ce qui est quand même une news qui est pas non plus extraordinaire venant d'un patron de boîte. On voit que là, on est peut-être dans l'excès inverse. Mais c'est pas plus malsain que le début d'année où ça montait sur rien tous les jours. Donc il faut retrouver une situation un peu plus calme, néanmoins avec des sorties de quantitative easing historiques qu'on n'avait jamais vues et où la sortie évidemment est folklorique parce que personne ne sait comment ça va se passer. C'est quand même une situation qui est plus logique que celle de début d'année, même si c'est vrai qu'en termes de gérant, c'est pas très confortable. Pas très confortable, un, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et deux, parce que le gérant travaille soit sur la macroéconomie, soit sur le fondamental, mais pas sur le politique. Et des marchés qui sont extrêmement menés par les politiques, pour un gérant, c'est ce qui est le plus inconfortable parce que c'est pas notre boulot. Enfin, en tout cas, c'est pas le mien. Alors justement, pour terminer sur la Fed, prochaine décision sur la remontée des taux, 27 et 28 septembre. Est-ce que vous attendez justement à une action de la Fed à ce moment-là? Octobre, pardon. A priori, les chiffres dont vous avez beaucoup parlé juste avant sur l'emploi américain devraient pas permettre de faire ce mouvement-là, qui lui-même auparavant avait été complètement rendu impossible parce qu'il était censé ne pas y avoir de conférence de presse post-comité, alors que finalement Janet Yellen a dit que cette organisation-là pouvait changer au dernier moment. Non, je crois qu'on n'est pas dans cette logique-là, mais le marché est revenu dans la logique précédente de quantitative easing, où finalement on a du temps pour acheter des valeurs avec une croissance assez forte et des valorisations assez élevées. Et on revient dans une autre logique. Juste ce que je voulais dire sur la volatilité des marchés, parce que c'est très intéressant. D'abord, effectivement, il y a un manque de mémoire de la part des investisseurs, c'est-à-dire que la volatilité de marché, c'est un phénomène récurrent qu'on voit au moins une fois par an de manière très forte, et donc il ne faut pas l'oublier. Et la deuxième chose, c'est que le marché obligataire est devenu beaucoup plus brutal que ça. On n'en parle pas parce que c'est plus difficile à suivre, puis c'est plus idiosyncratique, c'est des titres par titre, mais aujourd'hui, c'est très très compliqué ce qui se passe sur le crédit. Sur le crédit, justement, on fera une émission spéciale crédit demain. C'est vrai que ça c'est compliqué. Juste sur la même question, la prochaine décision de la Fed, finalement. Alors, est-ce que Janet Yellen, finalement, va reprendre la main sur cette politique économique, qu'elle va relever les taux pour la première fois depuis 9 ans? Elle l'a déjà fait. Clairement, on avait un message qui était on va pas monter tout de suite. Peut-être que la Fed a pensé de manière un peu erronée, ou justement pour manipuler les marchés et leur donner envie d'une hausse de taux, que c'était pas le moment de le faire. Mais très vite, elle a quand même dit que c'était dans les cartes d'ici la fin de l'année. Donc il faudrait vraiment un séisme pour qu'on n'ait pas de hausse de taux, sachant que d'une part, avant, les pays émergents souffraient des hausses de taux de la Fed. Maintenant, il faut un ajustement même en disant si vous montez le taux, nous on baissera notre devise, comme ça on n'apportera pas vos hausses de taux. Ça leur va bien. Donc au final, les émergents maintenant sont plus aussi concernés. L'investisseur qui investit dans les émergents, lui, perçoit la devise. Mais les pays eux-mêmes sont moins concernés. Donc il n'y a pas de raison. Et puis cette inflation, elle est quand même pas liée à des éléments sur lesquels la Fed peut agir. La Fed ne peut pas agir sur le cours du pétrole. Et donc, quelque part, aujourd'hui, tout est réuni pour qu'elle monte les taux. Et la communication a été de plus en plus agressive des banques de la Fed pour dire voilà, l'économie justifie de monter les taux. Les marchés ont envie que les taux montent. Il n'y a plus vraiment d'enjeu. Alors après, que ce soit honnêtement fin octobre ou mi-décembre, l'enjeu théorique me paraît très faible.
Le marché pense que c'est décembre. Si en octobre on n'a pas de hausse de taux, mais que tout porte à dire que ce sera en décembre, je pense pas que ça sera un gros game changer sur les marchés. Ouais, Aujourd'hui, d'autant il que faut ce une sera hausse de taux. des hausses minimes, enfin le rythme Oui, on et ne le puis, connaît pas encore. enfin, c'est un signal de marché. Des hausses des taux à 0 ou à 0,25 ou à 0,50 d'un point de vue économique, c'est strictement pareil. Ça n'a aucun impact. Le seul impact, il est psychologique. Si on se rappelle les hausses de taux de Jean-Claude Trichet qui avait monté les taux de 4 à 4,25, l'horreur, j'allais dire, elle est psychologique, comme les hausses de taux juste avant les crashs américains. L'élément de 0,25 économiquement, il n'existe pas. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où tout le monde le veut, ça aura lieu parce que ça va pas plomber l'économie, mais on en a besoin. Et ce sera sûrement un non-événement du coup à ce moment-là, c'est tellement Ça préparé. fera probablement plaisir au marché. On sera content de dire on peut sortir de cette période bloquée, le signal est donné, et ça peut être pas si mal. Moi je pense que maintenant, ça sera plutôt positif à court terme. Alors que vous rappeliez, hein, effectivement, juste avant, c'était vraiment l'horreur, c'était ce qu'il fallait absolument éviter En pour 2013, pour les marchés. Mais on a eu pareil sur le tapering. Tapering c'était l'horreur, et quand c'est arrivé, tout le monde était content. Ouais. Donc la D'ailleurs- préparation de la Fed un peu trop longue sert au moins à ça. Historiquement, c'est vrai que dès qu'il y a hausse des taux, quand on regarde, il y a une grosse période de turbulence avant, si on regarde un an après, on est à plus 10 sur les marchés américains et même plus 15 ou plus 20 sur les marchés européens. Ouais, c'est tout ce qui explique pourquoi les marchés sont pas toujours compris par le grand public. C'est parce qu'ils ont assez souvent 6 mois d'avance sur les événements. Donc là, ça fait quand même plus de 6 mois qu'effectivement tout ce qui se passe et dont on souffre depuis mi-avril, c'est cet événement-là qui est une fin de quantitative easing, même si effectivement ça n'a pas d'impact réel, puisqu'on parle de taux qui sont tellement faibles que c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais attendez, Tristan, parce qu'on a quand même j'ai l'impression que vous nous parlez de nouveau d'un changement de perspective. Faut se rappeler la période compliquée de septembre qu'on a eue, scandale Volkswagen, etc. Mis à part, mais on était quand même dans une dynamique, on s'est posé des vraies questions sur l'économie mondiale en général. Et puis même Christine Lagarde dit attention, ça va pas si bien que ça. On a évidemment des docteurs Doom, vous avez raison, des gens qui annoncent toujours panique à bord ou un octobre noir. Mais c'est vrai que quand on voit les marchés qui, encore il y a une semaine, plongés en dessous de 4004, 4003, et tout le monde attendait les 4200 points, la fameuse mèche du 24 août, là on était un petit peu tétanisé. J'ai l'impression que ce matin, alors c'est sûr, on reprend près de 2% en bourse, on est au-delà des 4500 points. Est-ce que tout va si bien? Est-ce que de nouveau on change de paradigme? On se dit, bon, ça, il y a un pilote dans l'avion, tout va bien, on peut acheter de nouveau. Le catalyseur de la baisse de cet été, c'était d'abord la Chine. On a vraiment eu une suite de nouvelles qui n'étaient pas forcément si corrélées que ça, mais que le marché a pris dans leur globalité et considéré comme un avertissement extrêmement inquiétant pour l'économie chinoise. L'économie chinoise, aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'économie américaine dans la croissance mondiale, donc, voire un peu plus, puisque les chiffres sont un peu gonflés. Mais au final, c'est extrêmement important pour les marchés. On en parle, en plus, on a une connaissance de la Chine qui est bien inférieure à celle des États-Unis, donc c'est très compliqué pour les investisseurs étrangers. Ça a été le déclencheur. Et ensuite, il y a eu pas mal d'événements sectoriels spécifiques, dont Volkswagen, mais d'autres aussi. La biotech aux États-Unis qui a été très attaquée, l'énergie qui a continué à baisser avec le prix du baril, etc. Il y avait plusieurs secteurs qui avaient des problèmes spécifiques et qui ont entraîné les indices dans une continuité de ce stress du mois d'août et qui n'ont pas permis un rebond aussi immédiat que ce qu'on avait pu voir l'année dernière. Mais est-ce que c'est derrière nous aujourd'hui? Vous avez le sentiment que ça y est, sur la Chine, rien n'est réglé, on a plutôt des mauvais chiffres. Volkswagen, ça va durer des mois et des mois, tout le secteur automobile impacté. Bon. Quelle est la nouveauté par rapport à une semaine? C'est qu'on avait trop baissé peut-être, il fallait... Typiquement sur l'affaire Volkswagen, effectivement les mouvements étaient tellement radicaux que quelle que soit la pénibilité de ce qui suivra, aujourd'hui on a déjà intégré une énorme partie de tout ça. Donc les valorisations tiennent compte de 6 mois de problèmes sur ces sujets. Moi je ne peux pas vous dire qu'il ne va pas y avoir un autre secteur qui va nous sortir un autre scandale quelconque, donc ça on n'en sait rien, mais en l'absence de ce type d'événement exogène, effectivement, on est sur des niveaux où ça va devenir intéressant pour un investisseur, c'est clair. Thibaut Prévost, aurait-on paniqué pour rien? On panique jamais pour rien. La réalité, c'est surtout qu'on est trop monté. C'est ça qui est vrai. C'est-à-dire que dire que les marchés européens justifiaient de monter un peu, ouais. Justifiaient qu'ils avaient raison de monter de 20 à 25, 30% si on parle de l'Italie en 4 mois. Honnêtement, c'était quand même un peu délirant. Ce qui nous a poussé effectivement à prendre des positions cash importantes. Et donc que maintenant, une fois qu'on a perdu 15%, 20%, et toujours à un moment où on commence à être dans la panique, parce que le marché ne réagit pas de manière symétrique. Quand on a des marchés qui montent, on a un effet richesse, tout le monde s'emballe un peu, mais dans le sens négatif, c'est beaucoup plus caricatural, c'est vite, faut sauver ce qu'on peut sauver. Donc comme psychologiquement, ça crée un emballement qui en plus est tombé pile poil avec un scandale micro dont on n'avait pas forcément besoin dans des situations à la fois économiques et à la fois politiques qui sont quand même assez compliquées parce que ces guerres de devises qui se mettent en place, ça crée aussi des frictions. C'est mal tombé. Pour autant, est-ce que ça veut dire que les actions européennes valent plus rien? Non.
Donc voilà, c'est aussi toujours la même chose. Vous savez, on dit les ennuis chassent en meute, voilà, ce sont des pleutres. Bah là, c'est un peu ça qui nous est tombé sur la tronche. Donc c'était pas injustifié d'avoir tous ces problèmes. Après, il faut prendre le temps. Maintenant, c'est vrai qu'il faut comprendre qu'un actionnaire de Volkswagen qui a besoin de l'argent pour sa retraite, il voit ce qui arrive, viscéralement, il va dire je vends et je garde quelque chose. C'est normal. Et après, il faut un peu de temps pour retrouver les niveaux réels et les niveaux auxquels on est confortable pour acheter. On a vu la même chose sur BP, hein, exactement pareil. Hein. C'est l'effondrement absolu, puis au final, on a révisé les amendes à la baisse, et puis voilà, on n'est pas loin d'avoir récupéré quasiment tout. Donc c'est normal, ça réarrivera. C'est pas forcément le signal que le marché a fait n'importe quoi, mais voilà, cette euphorie de début d'année, on la paye un peu aujourd'hui. Ouais, par peut-être un excès de pessimisme. Bon, on va voir justement comment vous avez réagi ou vous allez optimiser vos allocations pour cette fin, ce dernier trimestre qui démarre. Ce sera dans un instant la suite du débat sur Direct Gestion. À tout de suite.